Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous présenter un nouveau type de droit qui est issu d'un nouvel arrêté qui est sorti récemment concernant les installations gaz. Pour ce faire, je suis avec Philippe Schoenberg, le président du CNPG. Bonjour Philippe. Bonjour Sylvain. Pourquoi est-ce que vous avez créé ce nouvel arrêté ? Alors, déjà, peut-être un bref historique. Nous avons eu la possibilité, en 2011, à la demande des pouvoirs publics, de retravailler sur un texte qui s'appelait l'arrêté du 12 août 77, et donc un texte qui avait 40 ans. 40 ans à l'échelle d'aujourd'hui, c'est extrêmement long, mais ça prouve aussi que cet arrêté était bien fait, mais il ne permettait pas l'innovation. En gros, cet arrêté a été révisé au cours de ces 40 années, mais il a été révisé par juxtaposition. En fait, c'était un millefeuille de textes juxtaposés. Un nouveau sujet, une nouvelle règle. Et à chaque fois, ce nouveau sujet ou cette nouvelle règle était accompagnée que de prescriptions. Et ces prescriptions ne permettaient finalement de réaliser que d'une seule façon pour un seul produit. Ah oui, du coup, un problème d'innovation. Alors, pour les industriels et pour une filière qui est en dynamique et qui souhaite, soit volontairement, soit même d'une manière contrainte par les autres textes réglementaires, prenons la réglementation thermique qui fixe des exigences réglementaires de plus en plus contraignantes, eh bien il fallait que les industriels puissent accompagner cette révolution énergétique par une révolution technologique. Et donc pour accompagner cette révolution technologique, il leur fallait sortir de nouveaux produits. Mais qui dit de nouveaux produits dit de nouvelles technologies, et ces nouvelles technologies ne prenaient pas racine dans un arrêté du 2 août 77. Donc du coup, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas l'appliquer, Du coup, c'était soit très compliqué pour les industriels de mettre en œuvre et de pouvoir installer leurs nouveaux produits, soit très très long, puisqu'on a pu examiner au cours de ces dernières années qu'on mettait en moyenne 6 années pour pouvoir faire en sorte que le produit soit utilisable sur le terrain, mis en œuvre avec des règles et les mêmes règles pour tout le monde. D'accord, donc du coup en fait finalement il y avait peut-être d'autres nouveautés qui étaient arrivées entre-temps qui auraient pu... Alors voilà, pour certains produits ils étaient, on va pas dire, mais ils étaient quasiment obsolètes à la sortie, à partir du moment où on avait le droit de les utiliser. C'est une inertie en fait réglementaire du coup, c'était ça. Premièrement c'était une inertie, mais en plus ça additionnait à l'inflation législative, puisque chaque modification d'un arrêté fait l'objet d'un autre arrêté. Et il fallait persuader les pouvoirs publics à chaque nouveau produit de faire un nouvel arrêté, et donc on surchargeait ainsi la machine réglementaire, et c'est pour ça que le circuit de signature prenait des fois du temps, les autorisations prenaient du temps, et que nous n'avions pas toujours des portes grandes ouvertes pour pouvoir demander ces modifications. Donc ça en fait, c'est ce qu'on appelle le droit dur, c'est-à-dire que c'est l'État qui fixe les règles et les moyens d'arriver au résultat. C'est le principe qui est fixé d'une manière générale dans la réglementation française. On est sur des réglementations donc sous forme d'arrêtés, décrets, lois, etc., mais qui sont sous forme d'obligations de moyens. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on vous explique ce qu'il faut faire. C'est un côté extrêmement performant et intéressant, puisque ça offre une sécurité juridique aux acteurs de la construction, et ça permet également de faire en sorte que la concurrence ne se fasse pas au détriment des règles de mise en œuvre. Tout le monde a les mêmes règles, et donc on ne peut pas, dans un premier temps, choisir la règle la plus favorable. Donc en fait, c'est l'État qui a la responsabilité, là, dans ce cas-là. L'État porte bien évidemment une responsabilité et cautionne les moyens qu'il propose, ce qui réduit souvent le champ des possibles. D'accord. Alors donc pour essayer de pallier à ça, eh bien il y a en 2014 ou 15, je ne sais plus exactement, le Conseil d'État a proposé au pouvoir public, devant cette inflation normative gigantesque de textes qui se superposent, avait proposé de réfléchir au droit souple. Alors le droit souple... L'avantage, inconvénient. Alors le droit souple, finalement, si on devait l'expliquer, c'est pas si facile que ça, mais c'est quelque chose qui est codifié comme du droit, donc qui a les mêmes principes que le droit, mais qui n'est pas fait par les pouvoirs publics, mais qui peut être fait par des organisations professionnelles, des lobbies, etc., etc. Ce droit souple offre un intérêt important, c'est que finalement,
les pouvoirs publics n'ont pas à le rédiger. Et donc ça veut dire qu'ils se désengagent alors du coup. Alors, du coup, en gros, ils se désengagent de cette solution, ils font confiance aux professionnels, mais il y a des très bons textes de droit souple qui sont, par exemple, les normes produits, les documents techniques unifiés, les DTU, certains guides techniques, etc. L'inconvénient de ce droit souple, c'est qu'il n'offre pas toujours la reconnaissance nécessaire, et donc, ils sont d'application volontaire, et comme ils sont d'application volontaire, on est confronté au maître d'ouvrage qui va bien vouloir respecter les règles de l'art d'une manière générale et donc appliquer ce droit souple, et le maître d'ouvrage qui va dire mais non, mais si c'est pas obligatoire, eh bien moi je le fais pas. On se retrouvait avec un système un peu boiteux où il y avait les bons élèves et puis les moins bons élèves. En plus, c'est une insécurité juridique du coup, parce que si je l'applique pas et qu'il y a un sinistre, du coup, on va m'accuser de pas avoir. C'est ce que nous avions appelé la double peine. Exactement. C'est si je le respecte, je ne suis pas pour autant couvert. Oui. Je reste responsable. Je reste responsable de toute façon, et ça sera à moi d'expliquer que j'avais fait le bon choix en respectant cette solution. Et si je ne le respecte pas, parce que ce n'est pas obligatoire, alors au moindre sinistre, on me dira mais si vous aviez respecté ce document, vous n'auriez pas eu sinistre, donc vous êtes responsable. Donc en fait, on est responsable dans tous les cas. D'accord. Au même moment, les pouvoirs publics nous ont sollicité pour dire l'arrêté du 2 août 77 doit être révisé. Il avait 40 ans et c'était le modèle justement qui présentait toutes ces caractéristiques un peu compliquées de juxtaposition, de modification et sans grande cohérence. Donc ils nous ont dit on va réfléchir à un nouveau modèle. Et le CNPG, à ce moment-là, fort de sa connaissance du terrain et puis surtout poussé par sa filière, a essayé de proposer à l'administration un système qui permettait finalement de conserver les avantages du droit dur, avec sa sécurité juridique, le fait que les règles soient définies, soient les mêmes pour tous, et puis prendre les avantages du droit souple, c'est-à-dire une facilité de rédaction, l'intégration de l'innovation au fur et à mesure, mais avec une particularité supplémentaire, c'est pour ça qu'à un moment donné, on l'avait même appelé le droit quantique, parce que nous considérions qu'il était dur et souple à la fois, c'est que pour protéger celui qui va être amené à respecter éventuellement ces solutions techniques, eh bien, nous avions imposé à l'époque au pouvoir public que si la filière proposait des solutions techniques, ces dernières devaient être préalablement approuvées comme étant mode de preuve répondant aux exigences réglementaires. Alors, attends, parce que là, en gros, t'as été un peu vite. En fait, là, c'est un peu le mouton à cinq pattes que tu nous proposes là, parce que ça va être difficile à trouver. Mais il y a une solution, donc le CNPG a trouvé quelque chose qui réponde à ces exigences qui semblent un petit peu contradictoires. Alors, on a finalement proposé une solution qui est en deux parties. La première partie, c'est un texte réglementaire on ne peut plus classique, donc entièrement réalisé par les pouvoirs publics, même si la filière a beaucoup contribué à sa rédaction. Simplement, ce texte réglementaire, on l'a construit pour les 40 prochaines années. On s'est dit, on va construire un texte réglementaire que l'on n'aura plus besoin de modifier par la suite. Pour cela, eh bien, il ne fallait surtout pas y mettre des solutions techniques et des moyens. Donc on a transformé tous nos moyens en obligation de résultat. Donc en fait, c'est le gouvernement, le législateur détermine l'obligation de résultat. C'est ça. Alors le législateur fixe les résultats à atteindre, les objectifs à atteindre, et ce texte a la particularité quand même de fixer les objectifs à atteindre, mais aussi les obligations que le législateur ne veut absolument pas déroger, les interdictions et les restrictions. D'accord, donc en fait il y a trois niveaux d'appréciation. Mais il ne fixe pas les moyens, les solutions techniques pour y parvenir. Alors du coup, qui fixe ces solutions du coup? Alors, c'est donc la deuxième partie qui est prévue en association avec cet arrêté, qui va être composée de guides techniques approuvés. Je dis bien approuvés parce qu'il y a une différence entre le guide technique qui est réalisé par un professionnel, par une société, par une organisation. Guide technique. Qui rédige ce guide technique? Alors aujourd'hui,
aujourd'hui, l'organisme qui a été chargé de rédiger les guides techniques associés à l'arrêté, c'est le Centre national d'expertise des professionnels de l'énergie gaz, à travers le CNPG, donc, qui est chargé de rédiger ces guides techniques. Mais dans le concept qui est développé dans l'arrêté, c'est tout organisme reconnu comme représentatif et compétent. Ça veut dire que demain... Et pérenne aussi, non? Ah, et pérenne, voilà. Donc représentatif... Compétent et pérenne. C'est-à-dire, donc, l'administration veut bien confier la rédaction des solutions techniques à partir du moment où l'organisme représente ces 3 critères. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit peut-être la mainmise d'un grand groupe sur Exactement. Et nous avions d'ailleurs participé avec les pouvoirs publics à cette rédaction dans l'article 5 du nouvel arrêté pour bien rajouter représentatif. Le CNPG représente 27 fédérations. Ah oui. Ça va des installateurs aux fabricants, aux maîtres d'œuvre, aux contrôleurs techniques. Et il y a aussi les maîtres d'ouvrage aussi. Alors il y a surtout les, on va dire plutôt ceux qui vont être amenés à utiliser ces règles-là. Enfin les concepteurs, et les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre, les installateurs, ceux qui vont entretenir, ceux qui vont contrôler. Mais on a aussi les énergéticiens qui sont concernés par la mise en œuvre des installations d'une manière globale, et puis les laboratoires scientifiques, le CSTB, l'INERIS, le COSTIC. Le COSTIC, pardon. C'est un groupe de personnes compétents et reconnus. Alors, en tout cas, représentatif de toutes les personnes qui contribuent à l'acte de construire. Un contrôleur technique, il n'a aucun intérêt particulier à l'énergie gaz. Et lui, ce qui compte, c'est qu'il comprenne les règles, que ces règles soient connues et sues de ceux qui doivent les réaliser, et que lui, il puisse avoir un référentiel pour pouvoir les contrôler. D'accord. Alors, vas-y. Donc, en fait, si je comprends bien, sur un problème donné avec une obligation de résultat du législateur, le groupe en question va trouver une ou plusieurs solutions techniques distinctes. Alors, exactement. C'est ça. Le CNPG est chargé d'offrir des solutions techniques qui permettent d'atteindre les exigences de résultats qui ont été fixées dans l'arrêté. Alors, il n'y a pas de nombre limité. En réalité, ceci va permettre d'offrir autant de solutions techniques qu'il y a de solutions techniques qui permettent d'atteindre ces objectifs. D'accord. Et du coup, après, c'est le maître d'œuvre qui va lui choisir la solution technique parmi ce panel. Exactement. Alors, il n'aura pas toujours... je vais prendre un exemple concret. Lorsqu'on dit qu'un organe de coupure doit être accessible, donc le texte réglementaire va nous dire, par exemple, les organes de coupure doivent être accessibles. Accessible, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Les guides techniques, notamment, je les déclinerai tout à l'heure, les 5 guides techniques associés à l'arrêté, mais un des guides techniques installation de gaz, il va décrire les façons dont un organe de coupure est accessible. Il dira peut-être, s'il est à moins d'1,80 m de haut, il est accessible, s'il est à moins de 60 cm à l'intérieur d'un placard, il est accessible, etc. Toutes ces solutions techniques qu'on connaît aujourd'hui sont naturellement reprises dans les guides, mais celles que l'on ne connaît pas encore seront ajoutées demain. Voilà. Et ça marche de la même façon avec les nouvelles technologies. Au lieu de dire vous avez le droit de mettre juste une chaudière accordée sur un conduit de fumée, eh bien on va parler de vous avez le droit de produire de la chaleur. Pour produire de la chaleur, il faudra respecter un certain nombre de règles. Et les solutions techniques qu'on connaît aujourd'hui, mais celles qu'on ne connaît pas encore et qui seront à mettre en œuvre demain, elles seront déclinées dans les guides techniques solutions qui permettront d'atteindre ces modes de preuve. On vient de définir des moyens qui répondent à une obligation de résultat. Donc, mais qu'est-ce qui fait que ces moyens sont reconnus et sont validés? Parce que quelque part, il y a une chose encore en plus qu'il faut faire. C'est ça, la petite différence, mais qui pour nous fait toute la différence, c'est que on aurait très bien pu, le CNPG aurait très bien pu produire des guides techniques, mode de preuve, à sa façon. Donc, offrir des solutions techniques et puis dire voilà, c'est ce qu'on pense. Non, nous, on a voulu que l'administration conserve son droit de veto. Donc, nous proposons des solutions techniques, mais elles ne peuvent être définitives que si elles sont approuvées par les pouvoirs publics comme répondant à l'exigence qu'ils ont fixée dans le texte réglementaire. Et cette différence fait tout, puisque nos guides techniques sortent du champ
purement symboliques des règles de l'art pour rentrer, lorsqu'ils sont choisis, dans le référentiel technique réglementaire de l'opération. C'est pour ça qu'on avait appelé ça de cette façon-là, puisque d'un seul coup, oui, le droit quantique, d'un seul coup, les règles qui étaient souples, puisqu'elles ne sont pas faites directement et fixées ni obligatoires, deviennent dures lorsqu'on choisit de les prendre et constituent le nouveau référentiel qui permet à tous les acteurs qui vont être amenés à utiliser ces règles d'avoir le même niveau de sécurité. D'accord, donc en fait, si je résume, c'est j'ai plusieurs moyens de répondre à une obligation de résultat, j'ai le choix. Moi, maître d'œuvre, je dis, je prends la solution numéro 2, et le contrôleur technique, lui, maintenant, il sait qu'il faut qu'il vérifie les règles de l'art concernant cette solution numéro 2, point. Voilà, on a offert... Donc en fait, on l'a durci. En fait, ça se durcit une fois qu'on a choisi le... On a surtout offert au maître d'ouvrage la possibilité de se rassurer en disant ben, je ne vais pas inventer ma nouvelle solution technique, je vais prendre une solution technique qui m'est proposée. Alors je rassure tout le monde. Premièrement, on a repris évidemment toutes les solutions techniques qu'il y avait depuis 40 ans. C'est-à-dire que pour un installateur ou un maître d'ouvrage demain, ça ne va rien changer. Il aura les mêmes solutions qu'avant. Retiré de tout ce qui était obsolète et qui n'est plus adapté à la nouvelle réglementation thermique par exemple. Mais on lui permettra par contre demain d'utiliser très rapidement les nouvelles technologies parce qu'on les encadrera quelque part dans ces guides techniques qui seront mis à jour au fil de l'eau et il pourra donc les utiliser bien naturellement à chaque fois qu'il y aura une modification d'un guide technique. On aura une nouvelle décision ministérielle. Alors, mais alors attends, parce que là il manque un truc, c'est le mode de preuve. Comment en fait est déterminé le mode de preuve? Alors, puisque du coup c'est ça, hein, c'est validé par les, enfin c'est acté par l'État, donc il faut à un moment donné ou à un autre un mode de preuve. Alors la filière, elle avait exigé au moins une chose, c'est de maintenir le niveau de sécurité des installations gaz existantes. Donc ça, c'est le premier état. Donc, le premier étage de la fusée, c'est de dire on a des installations qui sont très sûres. Alors, attention, si on change de mode de réglementation, on risque de changer ce niveau de sécurité parce que moins bien compris, parce que n'offrant pas la sécurité d'avant, etc., etc. Donc, la première motivation de la filière, c'était de maintenir ce niveau de sécurité. Ça veut dire que pour chaque nouvelle technologie, soit il n'y a pas de risque particulier, c'est-à-dire qu'on peut assimiler cet appareil à un appareil que l'on connaît depuis 30 ans et où les risques sont identiques. Auquel cas, avec les fabricants, avec les laboratoires scientifiques, avec la filière, on détermine des règles de mise en œuvre qui sont déjà premièrement issues de la notice du fabricant et puis qui sont adaptées au nouveau système de construction. Donc là, ça ne change rien. Soit la technologie de l'appareil est différente, elle n'était pas connue. Alors on va prendre par exemple une pompe à chaleur qui fonctionne à gaz, qui fonctionne avec un fluide frigorigène qui peut être de l'ammoniac. On voit bien que là, l'ammoniac, c'était pas pris en compte dans l'ancien arrêté. Alors comment le CNPG a fonctionné? Bien, il a demandé à un laboratoire scientifique, je le cite, en l'occurrence c'est l'INERIS qui s'est chargé de cette étude, et l'INERIS a examiné par rapport à un cahier des charges sécurité, bien, quel était le risque d'installer un tel appareil dans un immeuble d'habitation, dans un bâtiment recevant du public. Là, en l'occurrence, on l'avait fait pour tous les bâtiments. Et puis, il a défini, en concertation avec le groupe de travail CNPG, qui était composé de contrôleurs, qui était composé d'installateurs, de fabricants, etc., ils ont proposé des règles de mise en œuvre à l'administration. Donc, issu d'une étude de sécurité faite par un laboratoire indépendant, passé dans les mailles du filet du groupe de travail qui dit oui mais ça c'est pas réaliste, ça l'est, ça on sait faire, ça on sait pas faire, et à la fin proposé à l'administration comme étant une nouvelle solution technique. L'administration, elle a approuvé la mise en œuvre en suivant ce cahier des charges et c'est devenu donc une nouvelle technologie qui a des propres règles de mise en œuvre au travers d'un guide technique CNPG, donc approuvé par les pouvoirs publics. Le maître d'ouvrage qui choisira d'installer sa pompe à chaleur de cette façon pourra dire j'ai atteint
l'exigence de sécurité qui m'était demandée dans l'arrêté. Voilà, et les règles d'installation ont été validées donc par un laboratoire. Alors en l'occurrence, sur ce type d'appareil, oui, c'est l'INERIS qui a fait toute l'étude de sécurité pour définir les règles d'éloignement, de distance, de protection qu'on devait mettre sur ces machines et les interdictions éventuelles. Voilà. D'accord. Donc, pour résumer, l'ancien système était composé d'un arrêté qui fixait les objectifs et qui donnait les moyens pour les atteindre. Tout ça au sein d'un même corps réglementaire. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on avait une nouvelle solution, il fallait modifier le texte réglementaire. Demain, aujourd'hui, si on veut le dire, on a un texte réglementaire qui fixe les objectifs à atteindre, qui fixe aussi les obligations pour les distributeurs, par exemple, les interdictions pour la pression à l'intérieur d'un bâtiment et les restrictions. On peut noter la restriction, par exemple, de pression à 400 millibars dans certains cas de figure. Enfin voilà, il fixe ça et après propose ce texte réglementaire, figé pour, on l'espère, un grand nombre d'années sans modification, est accompagné de guides techniques qui sont au nombre de 5. Donc on a traduit ça de cette façon, un guide installation de gaz parce qu'il va proposer des solutions techniques pour tout. Je parlais de l'accessibilité d'un organe de barrage tout à l'heure, c'est dans le guide installation de gaz qu'on trouvera. Mais aussi comment on fait passer une canalisation dans un local à risque, c'est aussi là-dedans. Et puis on a associé à ce guide installation de gaz 4 guides plutôt thématiques parce qu'ils répondent à un seul objectif, un ou plusieurs objectifs, mais dans un seul thème. Alors on a le guide site de production d'énergie qui va déterminer comment mettre en œuvre les locaux de production d'énergie demain, mais aussi les aires de production d'énergie lorsqu'on se trouve à l'extérieur, mais aussi les emplacements de production d'énergie, c'est-à-dire quand on est à l'intérieur dans un bâtiment, mais quand on n'est pas dans un local, quand on est dans un faux plafond, quand on est ailleurs. Ensuite, on a un guide qu'on a appelé le guide EVA-PDC, évacuation des produits de combustion, et lui, il va lister la totalité des solutions techniques que l'on va pouvoir mettre en œuvre associées aux appareils d'utilisation du gaz. Un guide matériel et matériaux à gaz, ce guide était nécessaire pour pouvoir lister l'ensemble des normes des produits gaz qu'il faut respecter pour pouvoir mettre ces appareils sur une installation de gaz. Un guide aptitude au soudage qui n'est ni plus ni moins la reprise de l'ancien arrêté aptitude au soudage mais qu'on a transformé sous forme de guide, et puis bien sûr un guide d'installation de gaz, 5 guides, donc pour une fois j'en ai pas oublié. Voilà. Donc en fait c'est une vraie innovation et vous êtes précurseur, vous au CNPG, pour avoir fait cet arrêté, c'est vraiment une vraie innovation. Alors en tout cas nous sommes très heureux sur au moins 2 points. Le premier point, c'est d'avoir été entendu par nos administrations centrales, notamment la Direction générale de la prévention des risques, lorsqu'on leur a proposé ce principe, d'avoir été entendu et d'avoir pu leur proposer et le mettre en œuvre. Et puis nous sommes deuxièmement très satisfaits parce qu'on découvre aujourd'hui que le gouvernement, dans son projet Un État au service d'une société de confiance, propose dans son article 26 qui fait l'actualité aujourd'hui, le même principe que celui que le CNPG a proposé en 2011, en tout cas au moins dans le premier soir, puisqu'il dit un maître d'ouvrage aura le droit de déroger à la réglementation, soit en utilisant des normes de référence, et ces normes de référence, c'est un peu les guides techniques CNPG, parce que ces normes de référence auront été préalablement approuvées par les pouvoirs publics. Merci Philippe Schoenberg pour cette très bonne explication. Je pense que ça vous a éclairé sur ce nouveau principe de droit qui vient d'arriver et qui sera bientôt d'application au mois de février 2020, c'est ça, non ? Janvier 2020, janvier 2020, à la sortie des guides que nous sommes en train de réaliser. D'accord. Merci et à bientôt. Merci Sylvain. Au revoir Philippe.